Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, priez pour notre Père Saint-Jean, priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Bienvenue à tous et bonne fête de la Transfiguration. Merci Père. Voilà. Alors, nous continuons notre recherche philosophique en nous servant d'Aristote pour approfondir le thème de l'éthique. Donc, je vous rappelle en 2 minutes tout le parcours que nous avons suivi depuis le début, et puis nous allons poursuivre. Donc, Aristote part de la constatation que tous les hommes recherchent le bonheur. C'est sans exception, ça c'est... Voilà, tout le monde recherche le bonheur. Alors après, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Là, tout le monde diverge. Et donc, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et grâce à une philosophie de la personne humaine, c'est pas dit tel quel, parce que la notion de personne est venue beaucoup plus tard, mais il y avait déjà des paroles qui pouvaient, des mots qui pouvaient en grec, qui pouvaient signifier le mot personne, mais c'était pas encore, il y avait l'intention de s'intéresser à l'homme et donc à la personne concrète. Mais ce n'était pas encore la problématique telle qu'aujourd'hui on peut la connaître. Donc, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Eh bien, grâce à une analyse philosophique de l'homme, eh bien, Aristote dit que certainement le bonheur, c'est quelque chose qui peut achever, épanouir la personne humaine dans ce qu'elle a de plus humain. Et donc, ça ne peut pas être une activité vitale en nous qui est inférieure, comme ce que nous partageons avec les plantes ou les animaux. C'est certainement une activité de l'esprit, puisque c'est la vie de l'esprit qui commande à toute la personne humaine. Et donc le bonheur ne peut être qu'un épanouissement de la vie spirituelle. Et alors là, c'est vraiment résumé schématique, mais il détaille ça, il l'analyse fort bien. Et il découvre donc que c'est une activité de ce qu'il y a de plus élevé dans la vie spirituelle, c'est-à-dire de l'intelligence ou de la volonté. Et donc l'amour, l'amour dans l'amitié ou la contemplation, contemplation de Dieu certainement, de l'être premier. Vous voyez, c'est 2 orientations du bonheur dans l'homme. Voilà, l'amour et puis la contemplation. Mais pour y accéder, eh bien, il faut pas seulement avoir des activités spirituelles, mais des activités spirituelles parfaites. Et les activités spirituelles parfaites, eh bien, ce sont celles qui sont accompagnées de la vertu, qui sont des qualités qui font que les activités spirituelles atteignent leur but. Voilà. À partir de là, donc, Aristote analyse ce qu'est la vertu, comment on l'acquiert par des actes répétés, qui sont au début difficiles et puis qui deviennent de plus en plus faciles et spontanés. Donc c'est une qualification de la vie humaine. Et puis on a commencé à regarder les vertus, surtout par rapport à la vie inférieure à nous, c'est-à-dire la vie animale, la passion, c'est-à-dire le concupiscible et l'irascible. Parce que c'est ce domaine de la vie humaine inférieure qui peut, c'est une constatation d'expérience, faire le plus obstacle à la vie spirituelle. Donc en premier lieu, vous voyez, dans un chemin de découverte vers le bonheur, il faut d'abord
réguler et dominer surtout cette vie animale qui est en nous, affective, bien sûr, c'est-à-dire la concupiscence et l'irascible, qui sont deux facultés de la vie sensible affective, qui se distinguent par leur objet, c'est-à-dire le concupiscible se rapporte au bien facile ou au mal facile, et l'irascible au bien difficile ou au mal difficile. Voilà. Qu'on a de la peine à acquérir pour le bien, l'irascible. Voilà. Donc, il faut absolument se servir de ce potentiel vital qui est en nous pour qu'il ne fasse pas obstacle à la vie spirituelle, mais au contraire collabore. Tout l'intérêt des vertus, c'est ça, c'est d'humaniser cette potentialité vitale qui est en nous pour l'orienter vers notre fin, ce que l'on recherche, c'est-à-dire le bien, et le bien le meilleur, celui qui peut nous satisfaire et celui qui peut nous rendre heureux, parce que ces facultés affectives, de vie sensible, souvent nous arrêtent et nous empêchent d'aller jusqu'au bout et d'atteindre le bonheur. Voilà. Donc nous avions vu que le concupiscible est humanisé par la tempérance, qui fait que on évite d'être trop dans le concupiscible, en excès, ou de l'éteindre complètement, en défaut. Donc ça, c'est la tempérance qui va permettre d'user du concupiscible de façon bonne pour atteindre la fin. Et puis du côté de l'irascible, alors c'est la vertu de force, qui elle aussi nous permet de ne pas être tout le temps en colère, parce que si ma fin c'est une personne aimée et que je suis tout le temps en colère, ça la fait fuir. Et puis il faut aussi que je ne sois pas en défaut, parce qu'il y a des difficultés, même dans l'amour, il faut que je les dépasse, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que j'ai un peu de niaque pour dépasser les obstacles et aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous voyez, la tempérance et la force, ce seront deux vertus qui vont assainir ce foyer de passion, non pas pour les éteindre, mais pour s'en servir pour le bien. Voilà. Ça, c'est vraiment le grand effet des vertus, c'est pas du tout de rendre complètement éteint les personnes, c'est-à-dire sans désir, concupiscible, et sans complètement apathique, sans réaction, la force, voilà. C'est de promouvoir cet élan vers la fin en faisant coopérer toute la nature humaine. Voilà. Et puis nous avions vu enfin la justice. La justice qui est la vertu qui va régler les rapports avec l'autre. Alors là on touche directement la fin, puisque c'est une personne humaine dans le cas de l'amitié qui m'attire, et la justice va justement régler pour que cet élan de l'amour ne soit pas dominateur et ne soit pas trop faible non plus. Il y a une justice, je dois respecter la personne qui m'attire, la personne que j'aime et qui m'aime. Il y a une question de justice, vous voyez, pour que l'amour aille jusqu'au bout et qu'il ne soit pas brisé par les injustices. Alors nous avons vu ces trois vertus, il y en reste une quatrième, c'est la prudence. Il y en a plein de vertus, plein, il y en a des dizaines et des dizaines. Et saint Thomas d'Aquin, en théologie, va faire le compte, pour ainsi dire, va décrire la plupart des vertus. Mais les quatre vertus qu'on appelle cardinales, c'est la prudence, la justice, la tempérance et la force. Alors, je vais vous lire un tout petit passage pour vous dire comment Aristote introduit la question de la prudence. Et puis, découvrir petit à petit de quoi il s'agit. Alors, ça se trouve donc au livre 6, on avance, vous voyez, dans l'éthique, on est presque au milieu. 1138, B15, B21.
Au sujet de la justice et des autres vertus morales, prenons-les comme définies de la façon que nous avons indiquée. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce travail, maintenant on n'y revient plus. Et puisque, en fait, nous avons dit plus haut que nous devons choisir le moyen terme et non l'excès ou le défaut, et que le moyen terme est conforme à ce qu'énonce la droite règle, analysons maintenant ce dernier point. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque vertu, elle est un juste milieu entre un défaut et un excès. Je vous ai donné des exemples pour la tempérance. L'excès de concupiscible qui me porte sur la nourriture de façon excessive, par exemple, eh bien, ça m'empêche de vivre. Ça m'empêche de vivre parce que voilà, quand il y a des effets de l'excès de nourriture, c'est que je digère toute la journée, je suis à moitié endormi toute la journée, je ne peux plus rien faire. Vous voyez, c'est excessif ce que je dis, mais c'est la tendance, vous voyez. Donc je suis tempérant pour pouvoir vivre mieux. Alors, et puis je n'éteins pas la tempérance parce que quelqu'un qui n'a aucun désir, c'est quelqu'un qui est très ennuyeux. Vous voyez. C'est vraiment pénible. Alors, il faut un juste milieu. Mais ce juste milieu, c'est quoi ? C'est un discernement. Vous voyez ? C'est un jugement. Et donc, c'est quelque chose d'autre que le concupiscible, que l'irascible, qui va déterminer ce juste milieu entre deux excès. Et comment on le fait ? La plupart du temps, ça se fait par l'expérience. On voit que là, j'ai été trop loin, ou là, j'ai été pas assez fort. Donc, petit à petit, on trouve le juste milieu. C'est un jugement. Un jugement au sens grec, c'est-à-dire de discernement, de juste milieu. Et toutes les vertus, c'est comme ça. C'est-à-dire la tempérance, la force, la justice ont besoin de découvrir ce juste milieu. Eh bien, il va y avoir une autre vertu qui va s'occuper de cela, de trouver le juste milieu dans toutes les activités humaines. Il ne s'agit pas de l'équilibre, attention, c'est pas un équilibre, c'est toujours orienté vers une finalité. Voilà. Ça, c'est important, nous y reviendrons. Eh bien, c'est l'objet de la prudence. C'est la prudence qui est, du coup, puisqu'il s'agit d'un jugement, d'un discernement, c'est intellectuel, la prudence, mais un intellectuel pratique, pas un intellectuel spéculatif. Donc, c'est bien une vertu, puisqu'on est dans l'ordre pratique. Et ça appartient bien à l'éthique, puisque c'est la prudence qui va commander le juste milieu dans toutes les activités humaines, et donc des activités humaines morales. Donc ça va faire partie de l'éthique, bien que ça soit une vertu intellectuelle, du côté pratique, ça fait quand même partie de l'éthique. Voilà. Alors, donc, Aristote introduit la prudence de cette façon-là. Après avoir étudié toutes les vertus, il y a quelque chose qui est présupposé, puisque l'agir moral en éthique, ce sont des actes volontaires, des actes de l'affectivité sensible ou spirituelle, donc volontaire, qui présupposent une connaissance. Je ne peux pas me porter à un bien, ça c'est l'affectivité, l'attraction du bien c'est l'affectivité, qu'elle soit sensible ou spirituelle, c'est un bien spirituel ou un bien sensible, je ne peux pas me porter si je n'ai pas une connaissance de ce bien. Et une connaissance du chemin pour y accéder. Et là, vous voyez que l'acte principal de la vertu de prudence, ça va être le choix. Parce que pour accéder à la fin, qui est soit la personne aimée, soit le bon Dieu, même en philosophie on peut parler du bon Dieu, c'est pas seul réservé à la foi chrétienne ou à la foi religieuse. Le philosophe peut découvrir, je vous l'ai dit plusieurs fois, l'existence d'une réalité première que les traditions religieuses appellent Dieu. Donc ce chemin pour aller vers ce bien qui m'attire, eh bien, il requiert un ordre. Il requiert un ordre.
Hein, et cet ordre, eh bien, c'est une question d'intelligence. Et d'intelligence non pas spéculative, mais pratique. Vous voyez, l'ami, pour le rejoindre, j'ai pas besoin de faire une analyse philosophique. Hein, c'est une personne qui m'attire et je cherche quels sont les moyens pour le rejoindre. Et il va y avoir un choix qui va être fait. Hein, le choix ultime, ça sera le choix de la personne qui va être un ami. Hein, mais avant, il y a plein de choix qu'il faut que je fasse pour me rapprocher et fréquenter cette personne humaine. Hein. Alors, l'acte principal, c'est le choix qui va présupposer une délibération. Hein. Il va falloir délibérer parce que les moyens sont multiples. Voilà. Hein, pour rejoindre une personne que j'aime ou le bon Dieu, eh bien, il y a des moyens multiples qui s'offrent à moi. Il va falloir que je réfléchisse et puis que je choisisse. Vous voyez, la prudence est quelque chose d'extrêmement complexe, hein, parce qu'il y a la connaissance, le jugement, le discernement, mais il y a aussi l'affectivité. Hein, cette attraction de la faim qui doit être présente pour discerner. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose de complexe, mais ça se fait automatiquement dans notre vie. On pense pas à ça. Là, nous sommes en philosophie, on essaye de découvrir quels sont les éléments présents pour être plus lucide. Ça nous aide à être plus lucide, voyez. Parfois, la précipitation, eh bien, nous rend imprudents parce qu'il n'y a pas le temps de la délibération, voyez. Et alors, on se précipite, on voit un moyen qui peut nous séduire, on se précipite et puis on est imprudent. Hein. Donc, la prudence, ça va poser un peu une question. Comment la vertu de prudence peut-elle être une vertu? Parce que pour Aristote, la vertu, c'est une excellence, une arrêté en grec, hein, c'est une excellence dans l'agir humain, c'est un agir humain parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'il me permet d'atteindre ma fin. Mais la prudence, elle délibère sur quoi? Elle délibère sur des choses contingentes. C'est-à-dire des choses qui peuvent être ou ne pas être, qui peuvent être autrement qu'elles sont. Elles peuvent changer, les choses contingentes. Comment puis-je avoir une vertu en délibérant sur des choses contingentes qui peuvent changer? Hein, c'est un gros problème auquel s'est confronté Aristote et beaucoup de philosophes avant lui. Hein, comment peut-on dire, pourtant on le constate, hein, la prudence, et on parle d'homme prudent, on parle de femme prudente, hein, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, qui fait partie de notre expérience. Comment expliquer que ça soit une perfection ? Puisque, vous voyez, quand il s'agit de la science, là, on est en face de vérité nécessaire. Et là, il y a une perfection de l'intelligence. C'est sûr, ça ne peut pas être autrement que c'est. Et l'intelligence, elle est faite pour la vérité. Et donc, si la réalité, elle ne change pas l'adéquation de l'intelligence, c'est-à-dire la pensée avec la réalité, elle est parfaite. C'est la vérité. Mais en matière contingente, si la réalité peut changer, de quelle vérité est-ce que je vais parler? Puisqu'il s'agit d'une vertu intellectuelle. Et toute la connaissance, elle est qualifiée par la vérité. Si je suis vrai, eh bien je suis un homme qualitatif. Mon intelligence est lumineuse, qualitative. Mais si je suis en face de réalité contingente, alors on essaiera de regarder tout à l'heure ce petit problème philosophique. Comment on peut dire que la prudence est une vertu? Voilà. Alors, oui. Est-ce que cela explique pourquoi il y a tant de personnes qui disent en fait il n'y a pas une vérité, il y a beaucoup de vérités? Alors là on est dans l'ordre pratique, on n'est pas dans l'ordre spéculatif. Hein. Vous voyez, dans l'ordre spéculatif justement, est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Non. Il y a une seule vérité. Quand le philosophe découvre au terme de toute sa recherche qu'il existe nécessairement un être premier, il dit nécessairement, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. Et ça, c'est l'avantage des habitus, c'est l'équivalent des vertus, mais pour la connaissance, hein, des habitus de l'intelligence, la sagesse, la science et l'intelligence, hein, ces trois habitus de l'intelligence, c'est que elles sont rigoureuses, scientifiques, on ne peut pas dire autre chose.
Alors, dans le domaine contingent, c'est vrai qu'il y a plusieurs vérités au plan pour rejoindre une fin. Vous voyez, même à l'égard de Dieu, il y a l'analyse philosophique, où on découvre nécessairement qu'il existe un être premier, mais tant que je n'ai pas fait cette analyse philosophique, je crois que Dieu existe, alors les voies sont multiples. Voyez, et on voit bien aujourd'hui, il y a plein de religions qui monothéistes, hein, c'est-à-dire qui adorent un absolu, même par des voies très différentes. Quand j'ai fait la philosophie, comme Aristote l'a fait, où je découvre nécessairement qu'il existe un être premier, alors là, je ne peux pas dire il y a plusieurs vérités. Oui, des chemins multiples, oui, parce que là, on est dans l'ordre pratique pour rejoindre. Mais pour dire que Dieu existe, là, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une seule. Hein. C'est que Dieu est unique, vous voyez, infini, créateur, amour et intelligence. Tout ça, c'est des vérités qu'on peut montrer scientifiquement. Et on peut pas dire autre chose que ça. Hein. Alors après, pour l'atteindre, c'est les moyens. Hein, voilà. Alors, le deuxième aspect que relève Aristote, donc, c'est l'acte principal de la prudence, qui est le choix. Voici ce qu'il dit au chapitre 5 du livre 6. On ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent pas être autrement. Voilà, justement, hein. On ne peut pas délibérer sur les choses nécessaires. Elles sont comme elles sont, elles ne peuvent pas être autrement, c'est pas objet de délibération. Ni sur celles qui nous est impossible d'accomplir. Hein, je ne peux pas délibérer sur des choses que je ne peux pas réaliser, qui sont au-delà de mes capacités. Je ne peux délibérer que sur des moyens que je peux utiliser et qui m'amènent vers la fin. Je vous avais dit une fois, les paresseux vont choisir des moyens qui leur sont complètement connaturels, mais qui ne leur font pas atteindre la fin. Et puis, au contraire, les un peu zélés, qui sont parfois idéalistes, choisissent des moyens qui sont tout proches de la fin, mais qui sont complètement inadaptés à eux. Ils ne peuvent pas les utiliser. Hein. Donc, par conséquent, s'il est vrai qu'une science s'accompagne de démonstrations, hein, pour les vérités nécessaires, mais que les choses dont les principes peuvent être autres qu'ils ne sont n'admettent pas de démonstration, hein, les réalités contingentes, ne peuvent pas, voilà, alors les chemins, car toutes sont également susceptibles d'être autrement qu'elles ne sont, les choses contingentes. Pardon. Et s'il n'est pas possible de délibérer sur les choses qui existent nécessairement, la prudence ne saurait être ni une science, ni un art. La prudence n'est pas la science. Pourtant, on va dire la prudence est une sagesse. Et la sagesse est au-dessus de la science. Vous voyez ? Mais c'est une sagesse pratique. Ce n'est pas une sagesse spéculative. La science dont on parle ici, c'est celle de la démonstration, en matière nécessaire. Vous voyez ? Alors la prudence n'est pas ça, c'est pas de cet ordre-là. Elle n'est pas un art non plus. Un art, c'est aussi un habitus de l'intelligence pratique. Oui, un artiste, il réalise une œuvre, c'est concret. Vous voyez, c'est des activités pratiques. L'art, c'est pas la prudence. C'est autre chose. C'est voisin. Hein, parce que tous les deux, c'est dans l'agir concret et pratique. Donc tous les deux, que ce soit la prudence, c'est-à-dire choisir des moyens pour rejoindre une fin, ou que ce soit réaliser une œuvre, c'est toujours des activités concrètes, mais c'est très différent. Par exemple, justement, au niveau du choix, vous voyez, au plan moral, le choix, je délibère et je choisis un moyen, parce que je n'ai pas d'évidence, puisque les moyens sont multiples, je suis dans la contingence, donc il faut que je choisisse un moyen, et puis ça dépend de moi, ça dépend de la fin, donc il faut que je trouve le moyen qui est le plus juste. Voilà, l'art, quand je veux réaliser une œuvre, est-ce que j'ai le choix des moyens ? Pas tellement, ça s'impose à moi. Si je veux faire une sculpture de bois, selon tel bois, selon
ce que je veux réaliser selon, eh bien le moyen, il s'impose beaucoup plus. Il s'impose beaucoup plus. Vous voyez, parce que l'œuvre d'art va dépendre de l'instrument dont je me sers. Beaucoup. Vous voyez. Et donc, ce sont des voies déterminées dans l'art. Beaucoup plus que dans l'agir moral. Beaucoup plus. Vous voyez. Donc, le choix est très différent pour la prudence que pour l'art. Et puis, dans la prudence, il ne s'agit pas de réaliser quelque chose. Dans l'art, je réalise une œuvre. Donc, ce sont deux activités pratiques, vous voyez, qui sont voisins, parce qu'il s'agit toujours d'activités pratiques, mais qui sont complètement différents. Alors, je continue ce que dit Aristote. S'il n'est pas possible de délibérer sur les choses qui existent nécessairement, la prudence ne saurait être ni une science ni un art, ni une science parce que l'objet de l'action peut être autrement qu'il n'est dans la prudence. C'est contingent, c'est pas nécessaire. Un art parce que le genre de l'action est autre que celui de la production. Dans l'art, je produis, je fais une œuvre. Dans la prudence, je ne produis rien du tout. Je choisis un moyen pour rejoindre ma fin. Reste donc que la prudence est une disposition accompagnée de règles vraies, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Alors, vous voyez, la règle vraie, c'est ce que Aristote va appeler orthos logos en grec, c'est-à-dire le droit, la règle droite. La règle droite, c'est le juste milieu entre les excès. Et là, il faut une connaissance, un jugement, un discernement. Et ça va être la prudence qui va discerner ce juste milieu. Tandis que la production dans l'art, en effet, a une fin autre qu'elle-même, il n'en saurait être ainsi pour l'action, la bonne pratique étant elle-même sa propre fin. Vous voyez, dans l'art, il y a une succession d'activités jusqu'à aboutir à l'œuvre. Mais l'œuvre est la fin qui est au-delà de toutes ces successions d'activités. Tandis que quand je choisis un moyen, c'est déjà l'amour qui est présent. Plus la réalité qui m'attire est intense, plus je vais choisir un moyen qui va être fort, qui va être intense. Et c'est cet amour de la fin qui va m'aider à choisir le bon moyen. Vous voyez, si je suis indifférent à la fin que je veux rejoindre, eh bien, il y a quelque chose dans la prudence qui ne va pas se faire. Vous voyez. Et la fin elle-même de l'activité morale, c'est l'activité elle-même. Vous voyez, quand je choisis un moyen, la fin, c'est d'user de ce moyen. Vous voyez, en vue de rejoindre la fin, bien sûr, mais l'activité du choix, elle a déjà sa propre fin. Toute la délibération et tout le choix est en vue du moyen. Et quand j'utilise ce moyen, je suis déjà dans une fin intermédiaire. Ce n'est pas la fin ultime, mais une fin intermédiaire. Voilà. Tandis que dans l'art, non, c'est jamais... bien sûr qu'il y a quelque chose dans chaque geste que je fais qui s'achève, mais c'est en vue, bien sûr, d'autre chose. Vous voyez, ça, je ne peux pas m'arrêter là. C'est impossible. Voilà. La prudence, donc, est une disposition accompagnée d'une règle exacte capable d'agir dans la sphère des biens humains. Un troisième aspect que souligne Aristote, c'est le lien entre la prudence et la politique. Voilà, là, dans la politique, il y a une prudence aussi, une prudence politique, mais voyez bien que c'est assez différent d'une prudence personnelle. Ce qu'on nomme la prudence habituellement, une personne qui est prudente. Il y a aussi une prudence au niveau politique. Et là, il y a des aspects très différents de la prudence personnelle. Pourquoi ? Parce que celui qui gouverne, il a besoin d'avoir des principes, une vision universelle, parce qu'il gouverne tous les hommes, enfin une population, un ensemble. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la justice, il faut avoir des principes universels. Et on ne peut pas s'occuper de chacun. C'est pour ça que vous vous rappelez qu'on avait vu la justice, on a vu qu'il y avait l'équité qui tient compte des personnes.
Et que la loi, qui est universelle, elle ne peut pas s'appliquer matériellement à chacun. Elle est quelque chose qui vaut pour tous, mais il faut faire attention qu'il peut y avoir des cas d'exception. Donc je vois tout de suite que la prudence qui gouverne toutes les vertus, en particulier la justice, il va y avoir une connaissance spéculative, puisqu'on va avoir le droit, la justice qui vaut pour tout le monde, mais alliée avec la contingence, et la connaissance contingence des réalités. Donc voilà quelque chose de nouveau, voyez. Quand j'ai une prudence personnelle, je me contente des circonstances dans lesquelles je suis, des circonstances concrètes, voyez, des expériences du passé, et puis de l'avenir, voir comment je peux projeter. Et puis, voilà. Donc, c'est toujours dans le concret. Lorsque je suis au niveau politique, il y a autre chose qui intervient. Alors, voici ce que dit Aristote, c'est au chapitre 8 du livre 6. La prudence a rapport aux choses humaines et aux choses qui admettent la délibération. Car le prudent, disons-nous, a pour œuvre principale de bien délibérer. C'est pour ça qu'il y a un parlement, c'est la délibération, avant le choix. Mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, on l'a déjà dit, les choses nécessaires, ni sur celles qui ne comportent pas quelque fin à atteindre. Vous voyez, on ne délibère pas sur les choses qui ne sont pas finalisées. On délibère sur la fin qu'on va atteindre. Fin qui consiste en un bien réalisable. Le bon délibérateur au sens absolu est l'homme qui s'efforce d'atteindre le meilleur des biens réalisables pour l'homme et qui le fait par raisonnement. La prudence n'a pas non plus seulement pour objet les universels, mais elle doit aussi avoir la connaissance des faits particuliers, car elle est de l'ordre de l'action, et l'action a rapport aux choses singulières. C'est pourquoi aussi certaines personnes ignorantes sont plus qualifiés pour l'action que d'autres qui savent. Vous voyez le rapport entre la science et la prudence. La médecine, par exemple. Je fais des études. Et là, je suis dans la science, des connaissances universelles. Mais la pratique de la médecine, c'est des actions concrètes. Et donc, qui vont intégrer la prudence. Vous voyez, je peux avoir la science médicale, si j'ai pas la prudence, je serai un mauvais médecin. Je peux avoir une pratique médicale extraordinaire, c'est-à-dire l'art et la prudence, si j'ai pas la science, je suis dangereux. Vous voyez, donc, la prudence peut s'allier avec la science. Elle n'est pas elle-même, elle est une sagesse pratique, mais elle n'est pas la science, mais elle doit s'allier parfois avec la science. C'est le cas notamment des gens d'expérience. Certaines, donc je reprends, c'est pourquoi aussi certaines personnes ignorantes, c'est-à-dire qui n'ont pas la science, sont plus qualifiées pour l'action que d'autres qui savent. Des gens qui sont dans l'expérience pratique, ils connaissent la réalité contingente beaucoup mieux que ceux qui ont la science, qui connaissent les choses universelles. C'est le cas notamment des gens d'expérience. Un agriculteur, il n'a pas fait de l'agronomie, il n'a pas la science des plantes. Pourtant, c'est un homme d'expérience qui sera mieux cultivé que quelqu'un qui aura fait la science, qui aura la science. Parce qu'il ne connaît pas les réalités contingentes, il connaît l'universel. Oui. Si, mais là, on est dans l'ordre de l'art. Attention, si tout en sachant que les viandes légères sont faciles à digérer et bonnes pour la santé, on ignore quelles sortes de viandes sont légères, si on ignore quelles sont de lin, on ne produira pas la santé. Tandis que si on sait que la chair de volaille est légère, on sera plus capable de produire la santé. Il ne suffit pas d'avoir la science que la viande blanche est légère à digérer, il faut avoir la connaissance concrète. Quelle viande blanche? Parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout digérables. La prudence étant de l'ordre de l'action,
Il en résulte qu'on doit posséder les deux sortes de connaissances, et de préférence celles qui portent sur le singulier. Vous voyez ? Mais ici encore, elle dépendra d'un art architectonique. C'est un art qui commande tous les autres, comme l'architecte qui commande tous les autres arts pour produire la maison. La sagesse politique et la prudence sont une seule et même disposition, bien que leur essence ne soit cependant pas la même. De la prudence appliquée à la cité, une première espèce, en tant qu'elle a sous sa dépendance toutes les autres, est législative, c'est la délibération. L'autre espèce, en tant que portant sur des choses particulières, reçoit le nom, qui est d'ailleurs commun avec la précédente, de politique. Cette dernière espèce a rapport à l'action et à la délibération, puisque tout décret doit être rendu dans une forme strictement individuelle. C'est pourquoi, etc., etc. Dans l'opinion commune, la prudence aussi est prise sous la forme où elle ne concerne que la personne privée, c'est-à-dire un individu. Ça, c'est ce qu'on entend habituellement par le mot prudence. C'est la prudence individuelle. On ne parle pas de la prudence politique, même si elle existe. Dans le langage courant, c'est ça. Donc la prudence est aussi prise sous la forme où elle ne concerne que la personne privée, c'est-à-dire un individu, et cette forme particulière reçoit le nom général de prudence. D'autres espèces, l'une est appelée économie domestique, une autre législation, une autre enfin politique, celle-ci se subdivisant délibérative et judiciaire. Voilà, la justice. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Voilà, on a, je vous ai dit en gros les principaux axes dont parle Aristote pour la prudence. Retenez que c'est une vertu qui est intellectuelle, mais de l'intellectuel pratique, pour déterminer le juste milieu entre deux excès. Et ça, c'est une question de discernement, d'intelligence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, sur la prudence aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans les activités pratiques, c'est pas si facile de discerner la prudence. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours mêlée à l'art. Exemple, je conduis une voiture. Conduire une voiture, il faut quand même connaître. Il y a un art de conduire. Mais il y a aussi la prudence. Vous voyez, alors, si je suis jeune, j'aime bien être artiste, c'est-à-dire aller vite. Mais il ne faut pas que je me fasse pincer. Donc, il y a la prudence. Il faut que j'évite les radars. Je conduis vite, parce que les jeunes, ils sont comme ça. Et on peut dire aujourd'hui que si l'art est très mêlé à la prudence, l'aspect de la culture dans laquelle on est, où il y a la vitesse, tout va plus vite, eh bien, ça permet à l'art de dominer. Et la prudence, elle disparaît, petit à petit. Regardez comment un avion est conçu. C'est que de la technique, voyez, et on pourvoit à tous les cas par la technique, par l'art. La science, la technique et l'art se tiennent, voyez. Et la prudence, elle est où ? S'il y a un pépin, c'est l'ordinateur qui pourvoit. C'est la technique qui pourvoit. C'est l'art. Et la prudence disparaît. Si bien qu'aujourd'hui, à cause des accidents qu'il y a eu, eh bien, on remet au pilote la possibilité de reprendre en main l'avion. Il y a toujours cette possibilité. Et ça, l'homme, il peut être prudent. Parce que l'art et la technique, vous voyez, telles qu'elles sont conçues, on a beau prévoir tous les cas particuliers, on ne pourra jamais assumer toute la singularité des événements. L'intelligence humaine le peut. Parce que l'intelligence, elle regarde le concret. Et elle peut analyser. Et la prudence regarde les choses concrètes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà. Ça ne peut pas être remplacé par la technique et l'art.
Mais aujourd'hui, vous voyez, le principe de précaution, aujourd'hui, vous voyez, quand on impose le masque, vous voyez, à tout le monde pour la pandémie, est-ce que c'est de la prudence? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la technique? Oui. Hein, vous voyez, c'est pas si simple que ça à dire. Hein. Il y a un peu de tout, c'est mélangé. C'est mélangé, mais on voit bien que l'art prend le dessus sur la prudence. Vous voyez, parce que la prudence, elle est toujours individuelle, elle est concrète. Il y a une prudence politique, c'est sûr, mais elle n'ira jamais jusqu'au bout. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la prudence vise une fin, et la fin, elle est personnelle, elle n'est pas collective. Au niveau politique, la fin, c'est le bien commun. Ce n'est pas un bien personnel. Donc, il y a une prudence politique qui regarde la fin particulière qui est le bien commun, c'est sûr, mais elle est universelle. La prudence personnelle, elle regarde une fin personnelle, ma propre fin, c'est-à-dire la personne que j'aime ou le bon Dieu. Et donc, la prudence, elle est individuelle. La prudence n'est pas la même pour chacun. Parce que le juste milieu, il est différent pour chacun. Ça dépend des constitutions, ça dépend des personnalités, ça dépend de plein de choses. Vous voyez ? La tempérance. La tempérance. Moi, je peux manger une tablette de chocolat entière, je ne serai jamais malade. Un autre, 2 carrés de chocolat, il est malade. Donc la prudence, elle est individuelle, elle est personnelle. Non seulement la fin est personnelle, mais les moyens sont aussi personnels. Donc, l'art peut avoir une dimension qui est universelle. Et par la technique, vous voyez, et lorsque l'art prend le dessus sur la prudence, eh bien, on se met en danger. On se met en danger. Vous voyez ? Et aujourd'hui, c'est très mêlé. Vous voyez ? Et alors, faisons attention, parce que je ne peux pas m'enfermer non plus dans la prudence. Si je m'enferme dans la prudence, je n'ai plus d'ouverture. Vous voyez ? L'artiste, c'est quelqu'un qui aime l'originalité, qui aime dépasser les limites, qui aime, vous voyez, être brillant, voilà. Le prudent, c'est un peu, vous voyez, ça fait des caractères un peu opposés. Entre l'homme prudent, qui prévoit tout, etc., et puis l'artiste, au contraire, qui explose. Alors, il doit y avoir un peu les deux. Et une vraie prudence ne m'enferme pas. Parce que justement, elle est commandée par une fin qui est transcendante. Que ce soit une personne qui n'est pas moi, qui est l'autre, ou de bon Dieu, c'est transcendant. Donc je ne peux pas m'enfermer dans une vraie prudence. Mais une fausse prudence, parce qu'il y a la peur, vous voyez, et que je veux prendre toutes les précautions possibles, alors ça m'enferme. Voyez. Donc les caractères sont très différents entre un homme prudent et un homme artiste. Et il y a les deux en nous. Il y a les deux en nous qui fait que nos personnalités, selon qu'on est plus artiste ou plus prudent, voyez, et un homme excessivement prudent peut devenir dangereux. Voyez, je suis sur l'autoroute et puis je suis tellement prudent que je roule à 40 à l'heure. Voyez, alors là, je deviens dangereux. C'est interdit. C'est interdit, oui, d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire, Vous voyez, je roule trop lentement. Vous voyez, ou sur une route de campagne, je roule trop lentement parce que j'ai peur. Vous voyez, je veux être prudent, mais en réalité, c'est pas la prudence. Vous voyez, la prudence, elle s'adapte aussi aux moyens. Ma voiture, elle vieillit, donc je peux pas conduire comme avant. Il faut que je m'adapte à l'instrument, vous voyez, pour rejoindre ma fin. Vous voyez, la prudence, elle est tellement personnelle et elle dépend tellement du jugement, de l'intelligence, et qu'elle est souple. Et au contraire, elle ne m'enferme pas, jamais. Alors, si on regarde la prudence liée aux autres vertus, vous voyez, la prudence, d'abord, la première chose dans la prudence, c'est que je dois comprendre que toutes mes activités doivent être finalisées.
Tout ce que je fais doit être finalisé. Pourquoi? Parce que je recherche le bonheur. Et que le bonheur, c'est ma fin. Et donc, une activité qui n'est pas finalisée, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent. Parce que alors, on perd tous du temps, hein, c'est évident. Hein. On est tous imprudents parce qu'on perd du temps. Voyez. Et vous voyez, par exemple, alors, la prudence va gouverner la tempérance, puisqu'elle détermine le juste milieu de la tempérance. Si je n'éduque pas ma tempérance par la prudence, alors je vais m'arrêter aux choses les plus faciles. Je vais devenir paresseux. Voyez, parce que le désir me porte vers les biens immédiats, les plus faciles, et je m'y arrête. Voyez, et je ne peux pas aller jusqu'au bout. Voyez, donc une prudence qui ne domine pas le concupiscible, ça va faire des personnes qui vont être paresseuses, qui vont papillonner à droite, à gauche, qui vont faire un peu l'immédiat, le bien sensible immédiat. Et lorsqu'il s'agit des biens sensibles, on en a parlé quand on a regardé le concupiscible, du bien sexuel par exemple, qui est tellement fort, alors je deviens esclave de ces biens. Si je n'éduque pas par la prudence, depuis tout petit, si je ne l'éduque pas au point de vue de la tempérance, eh bien je vais tomber dans des addictions. Hein. L'addiction, c'est typique d'un concupiscible qui n'est pas éduqué. Voyez, je m'arrête au bien immédiat facile. On pourrait dire la même chose par rapport à la force. Hein. La prudence est quelque chose qui doit éduquer l'irascible. Je dois éduquer. Pourquoi? Parce que je dois aller jusqu'au bout. Il y a des obstacles pour rejoindre ma fin. Donc je dois être fort. Si je n'éduque pas mon irascible, je vais m'arrêter en chemin. Vous voyez? Parce qu'il va y avoir des obstacles, je manque de force pour les vaincre. Et je vais m'arrêter. Le premier obstacle, je m'arrête. Vous voyez? Donc, je dois éduquer mon concupiscible pour ne pas m'arrêter trop facilement à ce qui me plaît. Et je dois éduquer mon irascible pour aller jusqu'au bout. Vous voyez, quelqu'un qui est prudent, il comprend que toutes ses activités doivent être finalisées et il comprend qu'il doit éduquer cette puissance vitale qui est en lui pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Hein? Et ne pas s'arrêter ni aux obstacles, ni aux choses faciles. Voyez, du côté de la justice, hein, puisque la prudence doit éduquer aussi la justice. Eh bien, il faut aussi que je comprenne que l'amour de la personne que j'aime réclame de moi de la respecter. Si je ne la respecte pas, alors je vais ruiner l'amour. Vous voyez, parce qu'une personne est un absolu, et si je ne la respecte pas, je ne respecte pas ce qu'elle est. Et je vais faire fuir la personne. Parce qu'une personne ne peut pas être mise en prison. Elle ne peut pas être dominée, puisque c'est un absolu. Hein, donc je l'aime et je suis juste envers elle. Et lorsque je subis une injustice, nous avions vu ça avec la force, hein, l'irascible se développe. Hein, et là, la prudence, elle doit, pour que la justice puisse aller jusqu'au bout, une injustice est un obstacle majeur qui suscite en moi la colère, hein, qui fait partie de l'irascible. Si je suis fort, je peux rétablir la justice. Si une force qui sait, ça fait partie aussi de la prudence, intervenir quand il le faut, au bon moment. Hein. Pas, vous voyez, pas n'importe quand, parce que si j'interviens n'importe quand, ça va tomber à plat. Hein? Il faut vraiment que la prudence gouverne l'irascible, la justice, qui vont souvent ensemble. Hein? Parce que la justice, c'est ce qui suscite le plus la colère. Et donc, que je domine mon irascible. Vous voyez, quand j'ai un irascible dominé, je deviens un homme de parole. Je donne ma parole et je peux aller jusqu'au bout. Parce que je vainc les obstacles.
Vous voyez, une parole donnée, il faut être fort. Vous voyez, alors là, ça joue aussi pour les amitiés. Vous voyez, comme la prudence implique une délibération, j'ai besoin de conseils pour délibérer. Je ne peux pas me contenter de ma petite intelligence pour délibérer tout seul. J'ai besoin de regards extérieurs qui vont m'enrichir, mais qui vont me connaître, donc des amis qui me connaissent, pour prendre conseil. Je ne peux pas prendre conseil de n'importe qui. Tandis que dans l'art, je prends conseil de quelqu'un qui est expert, même si ce n'est pas un ami. Il est expert, donc il sera de bons conseils. Mais pour moi, il faut me connaître pour me donner un bon conseil qui soit adapté à moi. Donc je dois avoir des amis. Un homme prudent, c'est un homme qui a compris qu'il doit avoir des amis. Parce que pour rejoindre ma fin, je suis juge et parti. Je suis attiré par ce bien que je désire, qui est le bonheur, et je ne peux pas discerner tout seul. Il faut que j'ai un regard objectif de l'extérieur. Je demande conseil à des amis. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la prudence. Le conseil, qui est très important, pour délibérer bien et choisir le bon moyen, et le choisir de façon juste. Voilà, l'orthos logos, la droite règle. Alors, il y a une vérité pratique. Et là, j'en viens au problème que nous avions posé. Comment la vertu peut être une excellence, puisqu'on est en matière contingente. Eh bien, il y a une vérité pratique, qui est l'adéquation entre l'intention de la fin et le choix du moyen. L'intention de la fin, ça veut dire quoi? Je suis attiré par une personne et je décide de répondre. Ça devient une intention de vie. C'est ça l'intention. C'est un acte volontaire. Quand je suis attiré par une personne, je peux répondre oui ou non. Vous voyez, je suis marié, je suis attiré par une autre personne, je réponds non, parce que je suis déjà engagé. Mais si je ne suis pas engagé et que cette personne me semble bonne, elle me semble droite, elle me semble correcte, etc., je peux m'engager en disant intention, ça a une intention de vie, ça va être ma fin personnelle que je vais essayer de rejoindre. Et je devrais vérifier s'il y a réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, il ne peut pas y avoir de choix. Donc, l'intention, c'est de rejoindre la fin que j'ai choisie, qui s'impose à moi, parce qu'elle m'attire. Mais je la choisis en tant que je réponds oui. Donc, je décide d'aller vers cette fin. Alors, le moyen que je vais choisir, le moyen, il doit être adéquat à cette fin. Et là, il y a une vérité pratique. Vous voyez que, puisque la prudence est un acte de l'intelligence qui va discerner, cet acte d'intelligence, ce n'est pas une intelligence spéculative. C'est-à-dire, ce n'est pas la connaissance spéculative du moyen qui va me rendre prudent. Mais c'est l'attraction de la fin. La connaissance pratique, elle n'est pas qu'intelligente, elle est aussi affective. Vous voyez, je choisirai le bon moyen si je suis attiré par ma fin. Plus je suis attiré par ma fin, plus le moyen qui est lié à cette fin. Sinon, si c'est un moyen qui est complètement en dehors de la fin, c'est pas la peine. Il faut que ça soit un moyen qui soit finalisé par la fin. Donc, cet amour de la fin va me donner l'amour du moyen. Et la vérité pratique, quand Saint Jean parle, alors là je suis au point de vue chrétien, Saint Jean parle, marcher dans la lumière, pratiquer la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire l'adéquation entre l'attraction de la fin et le choix du moyen. Là, il y a une vérité pratique. Et c'est pour ça que la prudence peut être une excellence. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas seulement la connaissance de la réalité contingente qui me rend prudent. Il y a aussi un aspect affectif. L'aspect affectif de l'attraction de la fin. J'aime cette personne. Alors, l'amour de la personne me donne la connaissance de la personne. Et du coup, pour le choix du moyen, si je connais cette personne parce que je l'aime, qui n'est pas une connaissance spéculative, eh bien, le choix du moyen va être plus juste, va être plus adapté à la fin. Parce que dans le moyen,
qui est ordonné à cette fin, je vais retrouver quelque chose de la connaissance de la personne que j'aime. Vous voyez, cette personne qui m'attire, elle aime, je sais pas, je veux l'inviter au restaurant pour faire connaissance, elle aime des choses particulières. Je vais choisir un restaurant où on sert ça. Dans le moyen, il y a quelque chose de la fin. Il y a une adéquation entre le moyen et la fin. Vous voyez, ça c'est la vérité pratique. Et ça c'est une question de prudence. Vous voyez ? Voilà un petit peu les différents aspects de la prudence, vous voyez. Il faut retenir que la prudence est une qualification de l'intelligence pratique, mais qui n'est pas qu'une intelligence seulement de connaissante. C'est une intelligence portée, si vous voulez, l'amour de la fin, c'est comme l'âme. C'est comme l'âme de l'intelligence pratique, l'amour de la fin. C'est ce qui vivifie cette intelligence pratique et lui donne le discernement juste. Oui. À l'inverse de la science, où là, l'amour ne joue pas du tout. C'est une connaissance spéculative. Voyez, la science mathématique, voilà, vous n'avez pas besoin d'aimer pour faire des mathématiques. Voilà. Dès qu'on est face aux réalités contingentes, eh bien, il faut l'amour de la fin qui va susciter le jugement en fonction de la connaissance pratique des réalités contingentes, le bon moyen qui sera le plus adapté à la fin. Voilà. Donc, ça n'empêche pas qu'on devient prudent en multipliant les actes de prudence. Comme on avait dit, le premier acte de prudence, si je ne suis pas prudent, ça va être difficile, douloureux même, ça ne va pas être commode du tout. Et puis plus je les multiplie, plus ça devient facile. Et plus ça devient agréable même. Parce que, voilà, je rejoins ma fin. La prudence, vous comprenez bien, comme elle va régler la tempérance, elle va régler le concupiscible, donc produire la tempérance, régler l'irascible, produire la force, régler l'amour de la fin, donc produire la justice. Vous voyez que c'est une vertu qui va gouverner ma vie. C'est une économie personnelle. C'est pour ça que c'est une vertu reine, parce qu'elle gouverne ma personne en vue de la fin. Vous voyez ? C'est une vertu royale, la prudence. C'est une sagesse pratique. Pourquoi une sagesse ? Parce qu'elle me permet de me gouverner en vue de la fin, de me diriger. Vous voyez, plus je suis prudent, moins je perds de temps, parce que je choisis les bons moyens. Plus je vais vite, plus je suis prudent, plus je vais vite. Et pourtant, vous voyez, dans la culture d'aujourd'hui, la vitesse domine, mais ce n'est pas la prudence. La vitesse fait que c'est une vitesse technique, donc qui est gouvernée par l'art et la technique. Surtout la technique. Voilà. Mais voilà, dans la matière des actions concrètes et pratiques, c'est pas le cas. Vous voyez, autrefois, on faisait les voyages à dos d'âne. On avait le temps de contempler le ciel, le paysage, d'être lié à sa fin. On prenait le temps. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous voyez, ça va trop vite. Vous voyez, et le monde manque de plus en plus de prudence. Vous voyez, l'homme prudent, c'est un homme qui va lentement. Parce qu'il a le temps de réfléchir, de délibérer, de prendre conseil, etc., et de poser l'acte juste, l'acte bon, qui va me permettre d'avancer. Vous voyez ? Aujourd'hui, comme tout va plus vite, on est précipité. Vous voyez ? Alors, la prudence me permet d'atteindre ma fin, c'est-à-dire de me donner. Si je ne suis pas prudent, je ne pourrai pas me donner, vous voyez, c'est-à-dire être attiré vers l'autre et agir pour rejoindre l'autre et connaître une union d'amour avec l'autre. Eh bien, ça, si je ne suis pas prudent, je ne pourrai jamais faire ça. Et je serai malheureux.
Vous voyez, là, on voit très bien comment la prudence est une vertu qui est ordonnée au bonheur. Ordonnée au bonheur. Vous voyez, pour atteindre ma fin, je choisis les bons moyens et j'en use de façon prudente. En fait, la prudence permet de trouver les moyens en fonction de la connaissance qu'on a de l'autre. En fonction de l'amour, de la connaissance affective. La Oui. connaissance affective qu'on a de la fin. Oui, tout à fait. Vous voyez, si la fin est une personne que j'aime, je peux faire toute la philosophie spéculative de la personne humaine, c'est pas ça qui va me rendre prudent. Hein? La connaissance spéculative de la réalité ne me rend pas prudent. C'est la connaissance affective. C'est pour ça que l'amour est nécessaire pour être prudent. S'il n'y a pas l'amour, voilà, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de la prudence. Voilà, il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Vous voyez, la prudence qui gouverne l'irascible rend l'homme fort, mais vraiment fort. Et la force, je vous ai dit, il y a deux aspects de la force. Il y a la force d'agression, de vaincre les obstacles, la force qui est glorieuse, parce que quand je vainc l'obstacle, je suis glorieux, je suis victorieux. Et puis il y a la force du pâtir, d'être patient. C'est celle que le Christ a choisie à la croix. Descends de la croix et on croira en toi. Ça, c'est dépasser les obstacles, et il pouvait le faire, il est tout puissant. Il a choisi la vraie force qui est de pâtir et de supporter. Pour laisser place, encore une fois, à la miséricorde. Parce que si je vainc les obstacles et je détruis les injustices, alors la miséricorde peut très bien ne pas avoir de place, parce que c'est la justice. Oui. Donc, le fait de pâtir laisse place à la miséricorde. Et c'est plus fort de pâtir et de supporter que d'agresser. Oui. Alors, si je suis un homme fort, ça va me permettre de me donner. Parce que je peux aller jusqu'au bout. Je ne suis pas arrêté par les obstacles et je supporte, par exemple, les défauts de l'autre, de la personne que j'aime. Vous voyez, je ne cherche pas tout de suite à rectifier et à faire justice. Vous voyez, pour le bien de l'autre. Quel est son bien? Quel est son bien? Est-ce que c'est de le corriger pour... si c'est le corriger, alors je me regarde moi. C'est-à-dire, c'est moi qui ne supporte pas, et donc je corrige l'autre parce que j'en ai marre de supporter. Mais quel est le bien de l'autre? Ça peut être ça. Ça peut être le corriger, mais ça peut être aussi d'être patient parce qu'il n'est pas capable de se corriger encore. Oui. Tout ça, vous voyez, ça requiert une connaissance affective de la personne. Ce n'est pas la connaissance spéculative. Mais où est-ce qu'il en est? Quel est son bien? C'est une connaissance pratique et affective. Voilà, c'est très beau la prudence. C'est une belle vertu qui commande toutes les autres, c'est pour ça qu'elle est royale, et qui est une petite économie de ma personne, et qui me permet d'aller droit au but, de façon tout à fait lumineuse, réglée, mais d'une règle qui n'est pas la loi, puisque c'est très personnel, c'est autre chose. Je cherche mon bien personnel qui n'est pas forcément celui de la loi. Bon, alors on s'arrête et puis la prochaine fois, nous continuerons sur quelque chose de plus... On arrêtera l'étude des vertus, parce que dans Aristote, c'est fini l'étude des vertus. On regardera les habitus intellectuels. Ça fait partie de l'éthique. Normalement, ça ne fait pas partie de l'éthique, mais on peut considérer que la contemplation de Dieu, comme c'est un acte pratique, l'adoration par exemple, ou la contemplation, c'est un acte concret, ça fait partie de l'éthique. Mais la découverte de l'être premier, ça ne fait pas partie de l'éthique. Ça, c'est la philosophie spéculative qui requiert la science, la sagesse et l'intelligence.
Voilà. Donc on va passer rapidement sur ces 3 habitus intellectuels et puis regarder donc l'amitié et la contemplation. Voilà. D'Aristote, et puis on verra la suite. Alors, bonne nouvelle, enfin entre guillemets, pour certains d'entre vous. La prochaine fois, en septembre, nous allons vous inviter à rester ici le soir, encore comme on avait fait la dernière fois pour le miracle. Oui. Hein, on fera une petite séance sur la haute montagne et le spirituel, la prière. Parce qu'il se trouve que nous avons parmi nous un frère qui est de passage, mais qui reste jusqu'en septembre, le Père Antoine, qui est un guide de montagne et qui connaît très très bien la haute montagne. Et il a fait des recherches, il a fait des études sur ce que disent les papes sur la montagne, Jean-Paul II en particulier, et puis il a des diapos et des petits films. Il m'a dit qu'il connaissait un Italien qui est champion du monde de montagne, qui monte l'Everest sans masque. Et il court, personne ne peut le suivre. Il est très connu, hein. Il m'a dit que lui, il avait fait ça aussi. Descendre, évidemment, quand on fait des sommets, après, il faut descendre à ski et traverser des crevasses de plusieurs mètres, comme ça. Il a des vidéos de ça, c'est fantastique. Hein. Donc, le 3 septembre, vous serez tous invités. On prendra le repas ensemble le soir, et puis il nous fera une séance d'1 heure sur des éléments un peu fondamentaux sur l'alpinisme qu'on ne connaît pas, sur la montagne, et puis il vous présentera sa passion. Voilà, pour le 3 septembre. Alors, cet après-midi, 15h30. Hein, 15h30, un petit peu plus tard pour ne pas permettre la bonne sieste. Et puis, nous verrons donc le Verbe incarné, le Christ, si l'union entre le Verbe de Dieu et la nature humaine dans le Christ est une assomption. Voilà, si c'est une assomption. C'est la question que nous verrons.